Masolo Yamboka, Masolo Yamboka. La ministre de l'Éducation, parce que pour le président de la République, comme pour la première ministre, les dialogues sociaux, notamment avec les enseignants, est crucial pour permettre notamment que cette rentrée puisse se dérouler dans des conditions de sérénité. Je ne voudrais pas comparer avec les années précédentes, mais le gouvernement a appliqué la formule et les recettes qui permettent aujourd'hui à des millions d'enfants, de jeunes filles et de jeunes garçons de retourner à l'école, notamment pour ceux qui sont concernés par le programme de la gratuité. Madame la ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Merci à nouveau de venir dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez déjà participé et ce soir, nous voulons avec vous faire un peu une plongée, non pas seulement sur les formules qui ont été appliquées pour garantir un début de rentrée scolaire apaisé globalement à travers le pays, mais aussi les réformes que vous avez commencé à initier dans le cadre de votre secteur. Aujourd'hui, nous voulons faire ces focus autour du secteur de l'éducation pour que nous puissions être édifiés sur ce qui est fait par le gouvernement pour préparer, pourquoi pas à la fois le présent et l'avenir de notre pays à travers votre secteur. Ça me fait plaisir de revenir sur ce plateau pour ce moment de briefing. Et puisque vous me donnez l'opportunité justement d'en parler, parce que je n'ai pas eu le cas, je crois que c'est important que l'on puisse présenter le plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté. Alors, si vous ne l'avez pas, je vous prie de vous rapprocher de la cellule de communication du ministère afin de pouvoir obtenir votre exemplaire. Et donc, je tenais à commencer ce moment de débrief avec la présentation de ce plan pour bien rappeler notre vision au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, qui est celle en fait de faire de l'éducation nationale vraiment le socle de développement durable dans nos territoires et également celui d'une citoyenneté responsable. Alors dans le plan quinquennal que vous aurez l'occasion de découvrir, nous basons en fait notre travail sur 5 principes directeurs, donc qui sont le dialogue avec les parties prenantes. Vous l'avez fait remarquer pour la préparation ici de la rentrée scolaire. Nous avons le renforcement de l'administration, parce que si on veut un système éducatif de qualité, il faut une administration forte. Nous avons l'investissement dans la formation et le développement des enseignants, également des inspecteurs. Nous avons la promotion de l'équité et de l'inclusion et évidemment l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Alors dans le plan en question, vous allez retrouver les 5 objectifs stratégiques au niveau de notre ministère, donc qui sont l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, la promotion de l'équité et de l'inclusion, le renforcement du développement professionnel des enseignants et des inspecteurs, je l'ai dit, la modernisation de notre système éducatif avec plus de technologie et le développement de la nouvelle citoyenneté. Alors donc d'ici 2024 à 2029, il y a toute une série d'activités, d'actions phares qui vont nous occuper. Vous avez déjà vu, on a eu cette année la partie d'intégration des technologies, mais on va continuer et accélérer la partie d'infrastructure, donc sur la création de nouvelles salles de classe, autant au niveau primaire que secondaire. Ce qui va être le chantier cette année va vraiment être la réforme des programmes, des curricula. Vous savez que les programmes du domaine d'apprentissage des sciences avaient déjà été rénovés en 2021, donc maintenant nous allons nous occuper des autres domaines d'apprentissage. On va évidemment renforcer la gouvernance de notre système avec une meilleure gestion, notamment de nos bureaux gestionnaires. On va continuer la promotion de la nouvelle citoyenneté. Vous savez, Monsieur le Ministre, quand j'ai lancé la rentrée scolaire dans le Congo central, une chose qui m'a particulièrement émue à chaque fois, c'est la récitation du serment du citoyen avec les élèves. Et d'ailleurs, le journaliste devrait participer au challenge aussi, parce que c'est des citoyens et c'est des influenceurs. Absolument. Donc j'attends les prochaines vidéos des journalistes pour aller sur la récitation du serment du citoyen. Et donc, ce sont des mesures qui vont être renforcées et continuées ici pendant l'année. On va créer des clubs scolaires pour promouvoir la citoyenneté dans les écoles. Et évidemment, on va continuer ce travail de modernisation, de numérisation de notre système. Notre objectif est vraiment pour d'ici 2029 que nous ayons une école, que le système éducatif congolais ou que l'école congolaise soit reconnue comme un modèle d'excellence
en Afrique. Donc voilà les ambitions et le travail qui va nous occuper et qui est repris dans ce plan quinquennal que j'invite absolument l'ensemble de la communauté des médias à s'approprier. Mais peut-être qu'on pourra faire un focus spécifique sur ces plans quinquennal pour que tout le monde puisse comprendre, parce que je présume qu'il y a un rôle dédié pour les parents, mais dans le cadre justement de ces plans quinquennal, il y a la question qui nous intéresse il y a 2-3 jours, c'était la rentrée scolaire. Vous-même, vous étiez à Moine de Congo central. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de comment cette rentrée s'est déroulée globalement à travers le pays? Alors, la rentrée scolaire, vraiment, s'est déroulée globalement de manière apaisée. Nous avons eu vraiment la majorité des enseignants qui étaient présents à leur poste. Et ça me donne ici l'occasion vraiment pour remercier et souligner l'engagement de l'ensemble des enseignants, des écoles conventionnées, l'ensemble des partenaires, qui ont tous compris que l'éducation était absolument nécessaire, que tous les jours comptaient. Et vraiment, cet engagement est à souligner et à remercier. Alors, en termes des élèves, c'est vrai qu'avec les 2 premières années, 2 premiers jours, excusez-moi, de la rentrée, on a pu atteindre 70% des élèves. Donc, c'est vrai que autant les enseignants se sont mobilisés pour être là, autant les parents... C'est toujours un peu lent, voilà. Parce que je me souviens que c'était pas au premier jour de la rentrée que nous y allions, non. C'est ça. Mais quand même, permettez-moi de vous parler à vous, papa et maman, pour vous dire qu'il est important que vous envoyiez vos enfants à l'école, parce que sachez qu'à l'école, tous les jours comptent. Et donc, c'est absolument important que les enfants reprennent le chemin de l'école, et en particulier nos filles qui ne doivent pas rester à la maison et venir à l'école. Donc, vraiment, ici, c'est un appel pour encore pousser tous ceux qui traînaient encore d'envoyer les enfants à l'école. Mais globalement, tout le monde a été là, et c'est vraiment ça a été un bon moment, et j'ai eu beaucoup de plaisir de lancer ça au Congo central. Ah, mais très bien, parce que d'ailleurs, vendredi dernier, en Conseil des ministres, on a eu l'occasion de revenir et de faire le point de tous les progrès qui ont été plus ou moins enregistrés. Alors, y a-t-il beaucoup plus de filles que des garçons cette année ou bon. Avec les chiffres, on peut dire qu'on n'a pas encore atteint la parité, mais attendons de voir lorsqu'on va avoir tous les chiffres, parce que vous savez que la mesure de gratuité de l'enseignement primaire est vraiment en faveur des filles et permet que l'on ait plus de filles qui viennent à l'école. Donc, quand on aura d'ici la semaine prochaine, on aura des chiffres un peu plus précis sur les fréquentations, et j'ai bon espoir de voir une proportion suffisante, en tout cas proche de la parité pour nos filles. Madame la ministre d'État, à l'actualité, et vous avez vu hier, vous aviez vous-même signé un communiqué à propos. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire finalement, parce que la gratuité, c'est un acquis constitutionnel qui a été appliqué 13 ans après la promulgation de la Constitution, mais nous avons lu notamment à travers des réseaux sociaux que les occupants illégaux se permettent de supprimer cette gratuité en prenant des décisions qui imposent aux parents de payer à nouveau des frais qui sont déjà pris en charge par l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur cette question ? Ici, je vous remercie de me donner l'occasion de vraiment réaffirmer que la gratuité, le caractère d'abord obligatoire de l'enseignement primaire public sont inscrits dans la Constitution. Et donc ici, cette mesure de gratuité, on ne peut pas revenir en arrière. Donc nous réaffirmons la gratuité de l'enseignement primaire public sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. L'État, comme il a fait avant, va continuer à le faire, c'est-à-dire à payer les enseignants, à payer les frais de fonctionnement des élèves. Et donc, d'ailleurs, j'ai eu, au courant du mois d'août, de renvoyer plusieurs directives, de rappeler plusieurs directives à l'ensemble des gouverneurs sur l'ensemble du territoire, qui dit qu'on ne peut exiger aucun frais au niveau de l'enseignement primaire public, et que tout arrêté qui est pris au niveau des provinces, parce que vous savez, les provinces fixent les frais, ces arrêtés doivent être envoyés au niveau national pour qu'ils soient validés avant qu'ils ne soient effectifs. Donc ici, nous réaffirmons cette gratuité, et tous frais supplémentaires qui seraient demandés sont illégaux et doivent être immédiatement annulés pour respecter à la fois nos lois nationales et internationales. Et la Constitution. Parce que la Constitution. Et d'ailleurs, ici, je dois rappeler que les forces d'occupation n'ont aucun droit, aucune légitimité de prendre des mesures de cette nature, parce que, souvenez-vous, lorsque nous vous parlions ici de l'accord de principe, dans l'accord de principe, il est fait référence à la Constitution
qui doit être respecté. Donc, pensez pouvoir revenir sur une option, un principe que vous avez dit intangible et non négociable, non négociable, obtenu en faveur de parents et des élèves, est une autre manière de... Et monsieur le ministre, à quel type d'élèves? Je pense qu'ici, et permettez-moi, pardonnez-moi de vous couper sur ça, donc je veux dire, il est clair, la gratuité est maintenue, comme je vous dis, elle est actée et inscrite dans la Constitution. Mais au-delà de ça, à quels enfants, à quels parents on demande? Ceux qui sont déjà en train de subir des souffrances absolument indicibles. Je trouve que ici, c'est vraiment un appel à la raison pour demander que l'on revienne et que l'on applique bien cette mesure de la gratuité qui est bien d'actualité et que l'on pense à ces familles qui souffrent déjà énormément. On ne peut pas leur rajouter de poids. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, Madame la ministre d'État. Alors, vous savez, pour ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous n'avons pas commencé maintenant. J'allais dire, on n'en est pas notre premier coup. Déjà, dans les années 2020-2021, dans le cadre du projet qui a amélioré les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, on avait testé déjà un logiciel, un algorithme d'intelligence artificielle pour l'enseignement des mathématiques en 7e et 8e année de l'éducation de base. Et on l'avait testé dans 6 provinces, dans 6 villes. Donc c'était Mbandaka, Chikapa, Kinshasa, Lubumbashi, enfin j'ai oublié, enfin bref. Donc dans 6 villes, et pas seulement, vous voyez, c'est pas seulement Lubumbashi et Kinshasa, mais c'était Kikwit, c'était Chikapa, c'était Mbandaka, où on avait testé ce logiciel, cet algorithme. Et l'avantage de l'AI, c'est que de l'IA, avec cet algorithme, c'est qu'on peut s'adapter à la vitesse d'apprentissage, permettez-moi de le dire comme ça, de l'enfant. Donc on sait que lorsqu'on a une classe de 20, tous les enfants ne sont certainement pas au même niveau. Il y en a qui sont en retard, d'autres qui avancent. Pour un enseignant, c'est compliqué de devoir s'occuper individuellement, surtout que dans notre cas, ce n'est pas des classes de 20. Donc on a des classes 40, 50, parfois 60. Et donc c'est assez difficile pour un enseignant de s'en occuper. Et donc le principe était de mettre, OK, il y a 1 heure où chaque enfant est avec l'algorithme, et le reste du temps, c'était pour le cours de maths, le prof continue à donner son cours de manière tout à fait normale. Et bien, on s'est rendu compte qu'en utilisant cet algorithme, et ben, en 6 mois, on pouvait gagner jusqu'à 2 ans et demi d'âge mathématique. Et donc, les enfants, qu'importe le niveau où ils étaient, ils allaient beaucoup plus vite avec ce système. Donc, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est absolument ça l'avenir, parce que nous avons des enfants, on sait qu'on a un énorme retard au niveau de nos apprentissages. Donc, avec un tel type d'algorithme, on va à la vitesse de l'enfant, on s'adapte exactement à l'enfant, et comme ça permet de pouvoir rapidement récupérer le retard, et ça permet à l'enseignant de continuer à travailler sans avoir une charge lourde sur son travail. Donc, malheureusement, ou on va dire heureusement, voilà, je veux dire, le projet s'est arrêté, mais au moins nous avions l'information. Maintenant que le ministère a l'information avec ce pilote, l'idée, c'est la généralisation. Et pour ça, j'ai signé justement en 2025 l'arrêté qui permet d'instaurer l'enseignement à distance, donc qui le rend légal, et on a mis en place des mesures d'accompagnement. Alors, on ne peut pas fonctionner d'un coup, mais nous, ce que l'on veut, c'est appliquer le principe de la tache d'huile. Donc, on va identifier des lieux que l'on va équiper, on va installer les machines, on va installer ce type d'algorithme, on va améliorer la qualité de l'enseignement à cet endroit-là, et puis on va s'occuper au fur et à mesure des autres phases qui en ont besoin. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, on peut avoir accès à l'électricité, par exemple, facilement dans les grandes villes, alors qu'en milieu rural, c'est beaucoup plus difficile. Mais là encore, heureusement pour nous, la technologie avance. En 2021, j'avais fait la géolocalisation de l'ensemble des écoles secondaires. On ne voyait que l'accès à Internet via le mobile. Mais maintenant, on a Internet avec le satellite. Je ne veux pas faire de la pub pour une marque en particulier. Mais cela nous permet, c'est la stratégie que nous avons mis en place. On va équiper ce type de kit justement dans les milieux qui sont semi-ruraux et ruraux, qui vont donc donner accès à Internet. Et quand on aura accès à Internet, on va pouvoir installer des algorithmes, des outils d'intelligence artificielle. Ce que je veux juste insister, que l'enseignement à distance, ce n'est pas que ça. L'enseignement à distance, c'est aussi la télé, c'est aussi la radio, c'est aussi les courriers, parce qu'on s'adapte en fait à toutes les situations et en fonction, on veut
on améliore les choses. Donc le problème d'aller dans un système, du moins, c'est de se dire, c'est pas parce que c'est difficile que je n'agis pas, mais je planifie l'ensemble des actions. Il y a les premiers qui vont bénéficier de quelque chose, puis les suivants vont en bénéficier quand nous aurions stabilisé la situation auprès d'une province ou d'un territoire. Donc voilà comment est-ce que nous travaillons pour réduire les inégalités. Il était important d'abord de créer le cadre légal, et l'arrêté de l'enseignement à distance a créé ce cadre légal. On a les mesures d'accompagnement de cet enseignement. On a le plan quinquennal qui justement précise que l'on doit installer ce type de technologie. Et donc, nous-mêmes et avec nos partenaires, on va les installer pour arriver que quand on arrive en 2029, on a augmenté le plus possible la couverture sur l'ensemble de notre territoire. Et aujourd'hui, la technologie avance. On a des nouveaux outils comme Internet via satellite. Donc, ça va aller beaucoup plus vite. Ce qu'il y a, c'est que le message que je cherche à faire passer quand j'utilise la technologie, c'est que justement, comme elle avance vite, on doit la prendre et rapidement la déployer de manière à accélérer le développement de notre pays, ce qui est notre objectif. Sur l'intelligence artificielle encore, laissez-moi vous dire que c'est dans les programmes scolaires. Donc dans les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, au niveau des humanités scientifiques, on a intégré aussi tous les fondements pour que nos enfants comprennent l'IA, apprennent à l'utiliser et puis soient eux-mêmes plus tard des développeurs, parce on veut éviter d'être simplement des consommateurs d'une technologie, on veut pouvoir aussi l'améliorer, parce qu'en l'occurrence l'IA est une technologie qui nécessite que nous participions tous. Si on ne laisse que les autres la développer, l'IA peut être contre nous. Donc il est absolument important que nous augmentions le nombre d'élèves, le nombre de jeunes qui vont dans ces disciplines, notamment le nombre de femmes qui y vont. Comme ça, on peut développer des algorithmes qui nous ressemblent, qui travaillent pour nous, plutôt que le contraire. Alors comment est-ce qu'on va arriver pour que chaque enseignant, on mesure en fait que chaque enseignant ait l'expertise nécessaire pour donner les connaissances. Là, ici, il faut savoir que nous avons déjà une réforme au niveau de nos humanités pédagogiques. Vous savez, aujourd'hui, quand quelqu'un est diplômé d'examen d'État, il peut aller donner cours dans l'enseignement primaire. Ça doit s'arrêter. Il faut en réalité qu'il puisse au moins avoir 3 ans après l'examen d'État, un diplôme équivalent du supérieur pour qu'il puisse aller donner cours dans nos écoles primaires. Donc on a fait cette réforme des humanités pédagogiques. On est d'ailleurs en train de construire les premiers instituts de formation des maîtres qui sont basés sur ça. Donc on agit donc sur la formation initiale de nos enseignants. Maintenant, il y a la formation continue, tous les enseignants qui sont là. Et là aussi, le ministère est en train de développer autant une plateforme pour permettre à ce qu'il y ait d'enseignement à distance, parce que comme vous dites, on est dans une telle capacité que si on fait un schéma classique, il faut physiquement se déplacer, on ne pourra jamais atteindre tous nos enseignants partout. C'est pour ça que ce dispositif d'enseignement à distance est important. Il va non seulement servir aux élèves de continuer à apprendre, à acquérir les connaissances et compétences sur le programme, mais il va également permettre aux enseignants d'être formés. Ensuite, nous travaillons avec l'inspection. Si notre inspection n'est pas forte, elle ne sait pas faire le suivi des enseignants. Et donc, on commence à travailler avec l'inspection générale pour qu'il y ait déjà plus d'inspecteurs, parce qu'on n'a pas suffisamment d'inspecteurs. Donc, on va lancer le concours des inspecteurs cette année pour en recruter des nouveaux. On va former les inspecteurs, donc ils ne sont plus des policiers. L'inspecteur vient avec justement une aide pédagogique, il devient un coach, il accompagne l'enseignant pour améliorer les choses. Donc on va renforcer l'inspecteur et on va justement, dans les outils que les inspecteurs vont recevoir, on va pouvoir coter en temps réel les enseignants, ce qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il y a le plus de difficultés et où est-ce que l'on doit concentrer le plus possible nos ressources. Il faut savoir aussi, par rapport au renforcement de capacité des enseignants, nous avons mis en place ce qu'on appelle des réseaux de proximité. C'est-à-dire que nous croyons en fait en la formation par les pairs. Donc vous savez bien, il y a des écoles où on a d'excellents enseignants et autour, on a des écoles où les enseignants ont un peu plus de difficultés. Et bien dans le réseau d'écoles de proximité, ça permet à tous ces enseignants de se rassembler, de partager les bonnes pratiques, de discuter des directives qui sont mises par le ministère, les programmes, etc. Et comme ça, d'améliorer les choses. Donc, en résumé, le REP, le réseau d'écoles de proximité, l'enseignement à distance et également la politique que nous venons de valider sur la formation continue des enseignants va nous aider, et l'appui aux inspecteurs va nous aider de vérifier, de contrôler et d'apporter l'appui là où c'est nécessaire pour que d'ici 5 ans, on atteigne bien l'objectif que nous nous sommes fixés dans notre plan quinquennal. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication. Concernant les recours, tous les recours sont introduits au niveau de l'inspection générale. Alors, de manière générale, et ici, pour ce cas-là, il faut savoir que lorsque on reçoit un recours, les copies en question sont recorrigées manuellement.
Ça, c'est clair. Je dis parce que donc on a le système automatique qui le fait, et dès qu'on a une impression qu'il y a un problème, parce que le système de relais automatique est très fiable, et déjà avant même d'arriver au recours, on fait chaque fois on prend des échantillons et on fait toujours une correction automatique, une correction manuelle, pour s'assurer est-ce que le système fait bien son travail. Donc là, je voudrais vraiment rassurer toute l'opinion. Sachez en fait que le système de correction automatique est un appui pour les correcteurs, que régulièrement, il y a des copies qui sont corrigées manuellement pour vérifier la fiabilité et que chaque fois qu'il y a un recours qui est fait, toutes les copies sont récupérées parce que l'inspection est très bien organisée et elles sont corrigées manuellement. Donc je suis certaine que ce recours a certainement déjà été traité au niveau de l'inspection. J'en ai entendu parler et d'après les informations que j'en avais, la correction manuelle a reconfirmé les points de la correction automatique. Mais je les laisse continuer la procédure au niveau de l'inspection générale. Mais donc, soyez rassurés, nous ne laissons pas à la machine jamais le soin de décider et de continuer toute seule. On fait toujours une vérification. Pour ce qui est du VPM intérieur, le VPM intérieur, en fait, il a exprimé plutôt son empathie face à une situation de fait, qui était cette publication de cet arrêté provincial dans les provinces du Nord Kivu, correspondant Nord Kivu 1 et Nord Kivu 3. Il n'a pas déclaré, il a juste dit qu'il exprimait plutôt presque son désarroi de cette situation. Mais ici, on ne peut en aucune manière dire que le gouvernement, je l'ai réaffirmé, renonce à la gratuité. Ce n'est pas ce qu'on a fait l'année passée, vous avez bien vu. On a continué la gratuité, même Nord Kivu, Sud Kivu. On a organisé l'examen d'État comme pour n'importe laquelle des provinces. On paye nos enseignants, on paye les frais de fonctionnement. Donc on ne revient pas, on ne remet pas en question. Ici, vraiment, le VPM a été touché humainement de ce qui s'est passé parce qu'il sait les souffrances, il sait les difficultés, et c'est comme ça qu'il s'est exprimé. C'est pour ça que nous avons tenu, nous, à rappeler que la gratuité de l'enseignement primaire public reste d'actualité sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement va continuer de payer les enseignants de Nord Kivu 1, Nord Kivu 3, les frais de fonctionnement des écoles, et nous demandons que cet arrêté soit retiré, qu'ils en reviennent strictement aux directives que j'ai partagées à tous nos gouverneurs sur tout le territoire. Donc ici, ne vous inquiétez pas, les populations ne doivent pas s'inquiéter, l'opinion publique non plus. Nous sommes toujours dans le cadre de la gratuité, et puis de toute façon, même si on le voulait, on ne pourrait pas. C'est la Constitution qui le dit. Donc maintenant qu'on l'a appris, on continue. J'espère que c'est bien clair pour vous. J'espère que c'est bien clair pour vous et que le VPMC qui disait c'était la conséquence des décisions illégales qui ont été prises et qui doivent être annulées par les forces d'occupation. On va prendre les questions de M. Pichu Mulumba. Doit faire le travail pour empêcher qu'il y ait justement des détournements de la gratuité. On doit respecter strictement les directives qui sont données par le niveau national et qui ont été rappelées plusieurs fois. Vous savez, ici, fin août, nous avons eu la revue annuelle de performance du ministère où il y avait justement tous les ministres provinciaux de l'éducation. On avait tous les PROVET, tous les IPP qui étaient là. Et donc, c'était l'occasion également de rappeler cela. Donc ici, je réinsiste bien, les directives qui sont définies par le ministère au niveau national et qui sont envoyées à toutes les provinces doivent être appliquées strictement. Alors, je n'ai pas vu sur les réseaux sociaux ce dont vous avez parlé par rapport à l'allocation des salaires et des primes. Sachez que le ministère veille toujours à ce que les salaires et les primes des enseignants soient payés, qu'ils soient payés à temps. Nous savons que nous avons qu'il peut avoir des difficultés avec quelques agents payeurs sur lesquels nous travaillons, et lorsque nous découvrons une activité, nous agissons. Mais côté gouvernement, le gouvernement ne fait pas de distinction, il respecte strictement ce qui a été défini, donc il paye les salaires et il paye les primes sans déroger à cette règle. Cela dit, il y a quand même un élément important, c'est qu'il faut savoir, c'est que nous allons lancer à partir de la semaine prochaine une mission de nettoyage du fichier de paye, ce qui va donc permettre d'avoir une meilleure rationalisation des ressources au sein du ministère, notamment d'identifier les fictifs, autant pour ce qui est d'enseignants et des écoles, de manière à récupérer des ressources pour assurer le paiement notamment des enseignants qui sont actuellement non payés. Donc je veux ici réaffirmer et confirmer l'engagement du gouvernement de payer en l'occurrence tous les enseignants, de toujours payer les primes. S'il y a une difficulté lorsqu'elle nous est rapportée, nous apportons les solutions lorsque c'est nécessaire, et en plus on va faire une meilleure gestion de nos ressources de manière à récupérer de l'argent et pouvoir payer nos enseignants qui sont actuellement non payés et identifier ceux qui sont nouvelles unités. Ce qu'il y a, c'est que le ministère, en fait, il faut savoir que ceux qui payent, ce sont des agents payeurs.
Donc le ministère, le gouvernement libère les ressources auprès des différents agents payeurs, qui sont les banques, et puis les banques et ces différents agents payeurs organisent le paiement. Pour les zones qui sont occupées, il faut savoir que l'on met beaucoup l'accent sur le paiement en ligne, via mobile. Et donc, comme on dit, il faut savoir profiter d'une bonne crise. L'avantage, c'est que ça permet justement une plus grande digitalisation et de pouvoir assurer un paiement mobile de nos enseignants, ce qui est mieux. Parce que du coup, ça évite qu'il y ait des personnes qui prennent de l'argent entre les deux, entre la transaction, et ça, on veut absolument éviter. Donc, on veut que l'enseignant identifié reçoive directement son argent sur son compte mobile, et comme ça, il sait s'organiser. C'est ce que l'on va faire, c'est ce que l'on fait, et c'est ce qu'on va généraliser au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire. Donc, le paiement par la banque et le paiement en ligne, c'est la meilleure solution pour, on parle des zones occupées, mais des zones rurales, des zones difficiles, il y a des zones difficiles d'accès, des zones où il n'y a pas de banque, mais par contre où on a le réseau mobile. Donc c'est vers ça que nous allons. Ces occupations sont délaissées, entre guillemets, par le gouvernement. Et pourtant, je le rappelle, que chaque fois, et tous les vendredis en Conseil de ministres, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, les premiers sujets que nous abordons, c'est la situation dans les provinces sous occupation. Et donc, nous traitons les sujets qui relèvent de ces provinces avec la sensibilité et l'urgence qu'il faut. Parce que nous savons, et la ministre d'État le disait tout à l'heure, que comment voulez-vous demander aux parents qui ont été traumatisés? N'oubliez pas, Madame la ministre d'État, que nous avions fait avec vous plus ou moins les bilans des nombres d'écoles qui ont été affectées, 2599, qui concernaient plus d'1 million d'enfants. N'oubliez pas qu'il y a eu des recrutements forcés des enfants, des élèves, que des parents étaient déjà dans un état de panique pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, c'est des parents qui sont dans cet état, au-delà de la gouvernance par crime, de toutes les libertés qui sont restreintes, à qui on veut imposer une corvée de plus. Lorsque nous, il y a quelques mois, pendant les préparatifs des examens d'État, on s'est assuré encore une fois d'alléger la tâche qui est la leur. Donc, il faut faire attention à cette manipulation parce que nous savons tous comment fonctionne la coalition meurtrière avec cette industrie du mensonge. Mais vous avez compris que le mensonge ne remplacera jamais la vérité et c'est celle qui a été dite ce soir par la ministre d'État. Allez-y, Monsieur Welcome, pour vos questions. J'ai dit ça au mois de mai, moi. J'en reviens d'abord à votre première question. Comme je l'ai dit à votre collègue tout à l'heure, il faut savoir que nous avons donc défini des directives qui justement disent qu'on ne peut pas demander ce type de frais, surtout pour ce qui est de l'enseignement primaire public. Ce qui va se passer, c'est que l'inspection générale va être mise à contribution. Toutes les plaintes que l'on reçoit qui sont faites, il va y avoir un rappel à l'ordre au niveau des provinces qui sont concernées. Mais je veux dire, le ministère au niveau national rappelle ces directives et les rappelle systématiquement. Évidemment, le ministre n'écrit pas à l'école. Le ministre écrit au gouverneur de province. Les gouverneurs de province doivent relayer l'information. Nous avons les brevets des IPP et qui relayent l'information et les inspecteurs s'en occupent. Donc, vous pouvez être assuré que toutes les plaintes qui seront déposées au niveau du ministère, au niveau des structures provinciales, seront traitées. Mais soyez rassurés que le ministère, systématiquement au niveau national, rappelle les directives, définit quels sont les frais qui peuvent être demandés, ceux qui ne peuvent pas l'être. Pour ce qui est de l'intégration des langues nationales dans notre système éducatif, comme je vous le disais, c'est sûr que l'on doit le faire. Et en plus, pour moi, on doit le faire, ça veut dire que l'on doit permettre à ce que quelqu'un puisse suivre, un élève puisse suivre l'ensemble de son cursus dans nos langues, dans une des langues, tout en maintenant le français qui reste la langue officielle. Mais pour qu'on puisse le faire, en réalité, ce n'est pas l'éducation nationale qui doit commencer, c'est l'enseignement supérieur universitaire. Parce que ce qu'il faut, c'est former les enseignants. Donc on doit travailler au niveau de la formation initiale des enseignants pour qu'on intègre cela. Et puis comme ça, l'éducation nationale, qui est déjà en train de le faire, parce que quand nous avons réformé les programmes du domaine d'apprentissage des sciences, toutes les banques de situation avaient toutes été traduites dans les 4 langues nationales. Mais on voit bien que si les enseignants ne sont pas formés, je peux l'imposer, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est une collaboration et un travail qu'on doit encore faire, moi et les SU, de s'assurer qu'au niveau de la formation initiale des enseignants,
on commence à intégrer l'enseignement dans les langues. Premier levier. Le deuxième, les arts et les médias. Parce que pour enseigner, on a besoin de ressources pédagogiques. Et donc, il faut qu'il y ait une multitude de ressources pédagogiques dans nos langues pour qu'elles soient en fait utilisées au niveau de l'école pour pouvoir renforcer ou développer les apprentissages. Donc, il y a une responsabilité en termes de la société, donc en termes de nos écrivains, en termes de programmes à la télévision, qui doivent en fait se faire de plus en plus dans les langues nationales, qui vont aller comme ça soutenir l'intégration et l'enseignement dans ces langues. Et puis le ministère, ça vous pouvez être sûr, chaque fois que nous développons les programmes, les banques de situation, nous on les traduit systématiquement. Mais donc ce n'est pas seulement l'affaire de l'éducation nationale qui ne devrait pas l'imposer directement parce que le système doit être prêt à le faire. Et donc on va travailler avec ESSU et c'est toute la communauté qui doit nous aider. Mais vous pouvez être certain que lorsque l'on va basculer et en arriver à avoir un enseignement dans nos langues, il va y avoir une accélération supplémentaire. Et ça, vous savez que ça peut marcher très bien avec l'IA. Justement, on en revient à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'ai besoin qu'il y ait des développeurs pour l'intelligence artificielle et des développeurs congolais, parce qu'on peut justement développer les algorithmes qui permettent d'avoir cet apprentissage directement dans nos 4 langues, qui permettent de promouvoir notamment nos 4 langues, et donc ça va accélérer cet enseignement, quand bien même l'enseignant, lui, continuerait à donner les cours en français. Donc c'est l'utilisation de la technologie, en plus de mesures officielles que je dois qui doivent être mises en place au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, et c'est l'ensemble de ces actions qui va faire que l'on va basculer. Donc on le prépare, c'est certain, ça va arriver, c'est sûr, parce que je pense que la population est plus ouverte. En 2019-20, lorsque je parlais de ça, tout le monde était contre. Hein. Personne ne voulait que l'on intègre les langues nationales, sauf dans le primaire. Au primaire, on est dans les langues nationales, puis on bascule au français. Mais les gens n'étaient pas encore ouverts. Je suis contente ici que j'ai une question, que la première fois que je suis venue, qui me soit posée aussi, c'est que je suis rassurée que l'opinion publique est maintenant ouverte à l'idée que l'on puisse basculer. Ce sera plus facile. Après, ce n'est qu'une question de technologie. Madame la ministre, vous allez continuer. Vous parlez beaucoup des technologies. Vous parlez beaucoup de l'IA. Quand la calculatrice est arrivée, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc, quand l'ordinateur est arrivé, qu'est-ce qu'on a dit? Et donc, je pense que l'arrivée de cette technologie, qu'elle suscite de la peur, quel est le sentiment qu'il va avoir une perte en termes de certaines compétences, c'est normal. Toutes les technologies ont eu ça. Mais ce qu'il y a, c'est que ça va permettre de développer d'autres types de compétences, précisément. Et c'est tout le travail de l'éducation et de la pédagogie, de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut utiliser le mieux cet outil pour pouvoir développer. Mais pensez que vous n'aurez plus à l'utiliser ou que vos enfants ne vont pas s'en servir, c'est une illusion. L'IA est là, elle va s'imposer à nous de plus en plus. En réalité, ce qui nous est donné à nous en tant que société congolaise, dans notre système éducatif, c'est d'accélérer maintenant son assimilation, de former autant les adultes, les professionnels que vous êtes, que les enfants à son utilisation. Autrement, elle va devenir plus un danger qu'elle ne sera une opportunité. Donc nous n'avons pas le choix de nous impliquer. Et quand je dis de nous impliquer, c'est s'il vous plaît, mesdames et messieurs, chers parents, il faut que l'on ait un maximum de jeunes qui vont justement dans ces filières, notamment en informatique, en mathématiques, etc., parce qu'on a besoin de ce type de profil pour développer les algorithmes qui nous ressemblent. Si on ne le fait pas, c'est là que cela représente un danger. Mais il faut aussi un accompagnement des parents, des éducateurs, pour ne pas que l'enfant n'aille que dans la machine et qu'il ne fasse pas d'autres activités. Donc il y a une complémentarité à avoir. Un dosage, il y a aussi, je pense... Mais il y aura des nouvelles compétences. C'est sûr qu'il y a des compétences que l'on perd et on a d'autres que l'on gagne. Il faut l'apprendre maintenant et l'intégrer à la fois en termes d'éducation à la maison qu'au niveau de l'école. En tout cas, l'école se prépare. On y travaille et on va continuer à le faire, mais c'est un travail collectif, c'est toute la société qui doit collaborer avec nous. Donc, mesdames, messieurs les professionnels des médias, c'est très important que vous développiez vraiment une culture, que vous appreniez à vous en servir le mieux, pas seulement pour améliorer la qualité des textes, parce qu'en fait, il ne s'agit pas juste d'améliorer la qualité des textes que l'on produit, mais ça peut vraiment être une aide puissante en termes de réflexion, en termes de recherche
en termes d'innovation, et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Avec la RISCOM, nous avons évidemment participé à un atelier qui parlait de l'application de l'intelligence artificielle pour les médias, et je pense aussi que c'est pas perdu, on peut imaginer des modules, notamment qu'on peut mettre sur la télévision nationale pour une initiation basique à toutes ces questions. Il y avait un deuxième volet dans la question de Welcome. Alors, pour répondre à votre première question, permettez-moi, madame et mesdames et messieurs, de rappeler quelques statistiques. Concernant les grossesses précoces, il faut savoir en fait que c'est l'une des causes majeures d'abandon scolaire, déjà. Donc, on sait que 30 à 40% des filles abandonnent l'école après le primaire, et la grossesse est justement citée comme étant l'une des causes principales. 30 à 40% des filles aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un phénomène qui est par hasard, okay, qui serait que récent. 30 à 40% des filles. Alors, l'enquête démographique de santé 2023-2024 nous dit que une femme de 15, donc les femmes de 15 à 19 ans, une femme de 15 à 19 ans sur 5, c'est-à-dire 20% des femmes qui ont entre 15 et 19 ans ont déjà été enceintes. 15 Donc, et 19 ans en réalité, 15 et 19 ans. Les adolescentes. Troisième, deuxième maintenant. C'est entre justement la deuxième et la quatrième des humanités, et puis pour rentrer un peu. Donc 20% des femmes en RDC ont déjà été enceintes à cet âge-là. Alors évidemment, c'est 15%, c'est 25% en milieu rural et 13% en milieu urbain. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est au niveau du risque vital. Sur l'ensemble des décès maternels enregistrés, 29% concernent les adolescentes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les adolescents, donc sur l'ensemble des femmes qui décèdent parce qu'elles sont enceintes, on a 29% qui sont des adolescentes. Si je vous partage ces statistiques, c'est justement pour vous dire, nous ne voulons précisément pas que nos adolescentes tombent enceintes. Et alors maintenant, il faut aussi se poser la question, mais pourquoi elles le font? Il ne faut pas croire qu'elles sont juste frivoles, c'est parce qu'elles traînent avec les garçons. La majorité de ces cas, ce sont des viols. La majorité de ces cas, ce sont des violences basées sur le genre. Ce n'est pas juste des filles qui ont les têtes en l'air. Donc on est là face à une situation absolument dramatique en termes de société et en termes de santé. Donc nous devons tous faire en sorte que justement que les filles, les adolescentes, ne tombent précisément pas enceintes. Et lorsqu'elles le sont, mais c'est une double peine de leur dire, eh ben, tu sais quoi, tu vas arrêter tes études et, parce que tu es tombée enceinte. C'est une double peine. Cette fille a déjà été violée, il y a déjà eu un acte terrible, elle est tombée enceinte et vous voulez la punir doublement en lui disant, tu sais quoi, finalement, c'est mieux, en général on les chasse, les familles les chassent, elles se retrouvent on ne sait pas où, dans la famille du garçon ou de l'homme, parce que ce sont en général des adultes. La proportion quand c'est des adolescents est faible. Ce sont des adultes hommes qui sont responsables de ces situations au niveau des filles. Donc ce que a voulu rappeler la circulaire du ministère, c'est parce que c'est un rappel, il a voulu rappeler que nous ne pouvons pas appliquer de double peine, que nous respectons la loi, comme je l'ai rappelé, la Constitution qui dit qu'il faut une éducation pour tous, pour toutes et tous. Nous ne pouvons pas mettre à l'écart nos filles parce qu'elles seraient tombées enceintes. Maintenant, il faut des mesures d'accompagnement et nous avons mis en place d'ailleurs une commission qui soit suffisamment diversifiée, interministérielle et diversifiée avec les différents partenaires pour les accompagner. Il faut qu'il y ait une éducation à la sexualité. Il faut que nous luttions tous et tous contre les violences basées sur le genre pour que ce phénomène s'arrête, parce que nos filles doivent être à l'école et elles doivent le rester le plus tard possible. Et on sait que plus tard les filles restent à l'école, et bien ça crée une meilleure société. Parce qu'elles acquièrent des compétences, des connaissances, des savoirs, elles peuvent se prendre en charge elles prennent en charge l'enfant qu'elles ont eu et elles prennent en charge la communauté. Je vais juste vous donner un témoignage. Quand il y a eu ce débat qui était bien,
je trouve que les débats sont absolument nécessaires parce que c'est ça qui font grandir la société. Absolument. Donc c'était une bonne chose que justement la société débatte sur cette question, ce qui a permis de mettre le problème sur la table, parce que le problème, on fait la politique de l'autruche, on se cache, mais ça ne l'empêche pas de continuer d'être là et de continuer à faire souffrir. Donc il y a chez nous, au niveau de l'inspection, une femme inspecteur qui nous raconte que sa fille est tombée enceinte pendant qu'elle était à l'école. Elle a chassé sa fille. Sa fille est partie au niveau de la famille de l'homme qui était responsable. La fille a accouché, elle a repris les cours, cette fille a fini ses secondaires, elle a fini l'université, cette femme, et c'est aujourd'hui elle qui soutient notamment sa mère et sa famille. Et sa mère m'a dit qu'elle avait honte et qu'elle regrettait la manière dont elle s'était comportée avec sa fille, de l'avoir ainsi traitée lorsqu'elle était tombée enceinte. Et des cas comme ça, je vous dis, ce n'est pas des cas particuliers. Il y en a beaucoup trop. Et donc nous devons agir là-dessus. Madame la ministre d'État, nous devons agir. Vous avez parlé de la politique de l'autruche, vous avez parlé du besoin de débat. Alors, comment vous abordez la question ? Les écoles, surtout que lorsqu'on a mis en place cette commission, on a fait venir justement toutes les écoles conventionnées, tout l'ensemble des partenaires, parce qu'en fait, finalement, leur problématique était plus en termes de mesures d'accompagnement. C'était ça leur problématique, c'est qu'ils se disaient, ok, d'accord, mais comment est-ce qu'on accompagne, ces jeunes filles? Et donc, nous, au niveau du ministère, on est en train de réformer les programmes d'éducation à la vie courante. Très bien. Donc, ils sont en train d'être réformés, ils vont être testés à partir de cette année scolaire. Nous avons on va mettre en place des clubs de filles, où ça va être l'occasion où ce type de problématiques vont être développées. Les clubs de filles vont être mis les pilotes, ce sera dans les 3 Kasaï, le Sud Kivu, l'Ituri, Kinshasa, le Lomami, le Congo central, je pense bien aussi. En tout cas, il y a 10 provinces qui sont ciblées, où on va installer des clubs de filles. Donc on va vers une éducation sexuelle complète, on va vers un accès aux services de santé reproductive. Donc c'est pour ça qu'on a une collaboration avec le ministère de la Santé. Ça ne peut pas juste, ça ne se gère pas au niveau de l'éducation nationale. Et puis on a la lutte contre les violences basées sur le genre, qui est un élément essentiel. Donc ce qui comptait, parce qu'on a bien compris qu'il y avait toutes les peurs, ce qui comptait en fait, c'était de réunir tout le monde autour de la table, de comprendre les peurs qu'il y avait et de proposer alors des mesures. Alors, et là, je voudrais aussi rassurer, nous ne sommes pas le seul pays où on a ce phénomène. On sait que beaucoup des pays d'Afrique de l'Ouest sont confrontés à ce type de situation. Et d'après les études qu'ils font, ce n'est pas parce que vous avez une fille enceinte à côté de vous dans l'école que tout d'un coup, ça fait un boom de nombre de filles qui est en quête. Donc c'est un mythe complètement faux. Mais ce qui est absolument important, c'est les mesures d'accompagnement, cette aide psychosociale que l'on met en place, et il faut une éducation sexuelle. Alors, je voudrais aussi... Qui ne concerne pas que les filles, qui concerne aussi les garçons. Et c'est ce que j'allais vous dire. Vous savez qu'on organise tous les ans la semaine de la science et des technologies, et on s'est rendu compte, lorsque l'on faisait les animations de biologie, que les adultes, hommes et femmes, ne comprennent pas du tout comment fonctionne le corps humain. Et ne comprennent pas comment fonctionnent tous les organes sexuels. Et donc on se rend compte que ce n'est pas juste une affaire d'enfants. On a vraiment une culture scientifique à ce niveau-là qui manque à la population, adultes, jeunes ou adolescents. Donc on doit améliorer autant nos cours de sciences. Trop de tabous peut-être ? Trop de tabous, mais l'école justement c'est ce lieu où on peut discuter pour mettre en fait un caractère scientifique autour de ça, tout en respectant évidemment des sensibilités, parce qu'on peut comprendre qu'on ait des sensibilités religieuses. Mais ici, c'est une question de santé publique. Absolument. Et c'est surtout s'assurer que l'on ne soit pas, qu'on ne donne pas de double peine à ces filles. Donc on doit encadrer, on doit l'empêcher, parce que comme je vous dis, moi je ne veux pas perdre mes filles qui vont à l'école. Je veux qu'elles aillent à l'école, qu'elles y restent et qu'elles y restent le plus loin possible, et je travaille sur ça avec l'ensemble de mon administration et tous les partenaires de l'éducation. Merci, madame. Ah oui, les écoles officielles qui louent des espaces particuliers. Alors ça, effectivement, c'est effectivement un problème. Et c'est un problème que l'on veut traiter, notamment avec les provinces. Parce que, c'est vrai, l'école est un lieu qui doit être sûr pour nos élèves. Mais quand vous le partagez, par exemple, vous avez l'enceinte de votre école et puis vous construisez quoi à côté? Un hôtel. On vient de parler de la problématique des filles enceintes.
Donc j'ai dit, vous êtes justement en train de créer des conditions où vous mettez en insécurité l'école. Et ça, c'est un travail qui doit se faire avec la province. Ben oui, parce donc, que l'éducation, la santé, l'agriculture, c'est des domaines à compétence. Exactement. Et ça, nous travaillons avec la province pour ce qui est de Kinshasa. Dès qu'il y a des cas comme ça qui sont repérés, on travaille avec la province pour qu'elle fasse son travail. Pour empêcher ça, parce que l'école doit rester pour nous un sanctuaire qui sert à l'éducation, où les élèves, les enseignants et tout le monde se sent en sécurité, et qu'on doit absolument éloigner de l'école tout ce qui peut représenter un danger, et ce sont les espaces que vous mettez. Donc chaque fois que nous, on les repère, on y travaille, et on y travaille en particulier avec la province, parce que cela relève strictement de l'autorité provinciale. Mais nous faisons... Quand le cas nous est relayé, on fait le suivi avec la province, on demande qu'il y ait des actions. Vous posez la question, ça relance la problématique. Vous savez que nous, comme gouvernement, par souci justement que les revenus des uns et des autres leur parviennent, on a bancarisé. Il y a quelques années, le processus de bancarisation a commencé et il s'est consolidé. Alors, dites-moi, dans un contexte où les occupants, les supplétifs, veulent se faire un butin, une rançon derrière les parents d'élèves, c'est clair que c'est du vol. Dans un contexte comme celui-là, où il n'y a pas de sécurité, où l'aéroport est fermé, où les banques sont fermées, comment pensez-vous alors que les choses pouvaient être faites autrement que par la voie que nous avons trouvée? Parce qu'aujourd'hui, la vérité, si les banques sont fermées dans les parties du pays sous occupation, c'est une conséquence de l'agression portée par la meurtrière coalition RDF-M23. C'est eux qui ont créé, notamment en tuant presque 10 000 personnes, à Goma, cette situation d'insécurité généralisée. Alors, vous pensez que dans un contexte comme celui-là, quelle est la banque qui va choisir d'opérer dans ces conditions? Parce que les banques qui font de convois de fonds, parfois par avion, l'avion va atterrir où? Et pour rajouter, peut-être que certains de vous l'oublient, les supplétifs M23 étaient un mouvement sous sanction américaine. Il n'y a aucune banque, même pas la banque du pays agresseur, le Rwanda, qui ne peut accepter de faire une quelconque affaire avec ce mouvement sans être exposé devant le FAC ou le département du Trésor américain pour prendre des sanctions. Alors aujourd'hui, c'est la tendance, avec un discours mensonger répété, de vouloir faire croire que nous, à Kinshasa, comme gouvernement central, nous punissons, entre guillemets, pour utiliser leur expression discriminatoire des swahiliphones. Mais lorsqu'il y a eu des meurtres, des assassinats à Rutshuru, en masse, est-ce que ces voix qui disent que nous brimons, entre guillemets, passez-moi l'expression, le swahiliphone, se sont levées pour dénoncer? Parce que c'est aussi d'autres swahiliphones qui meurent, qui décèdent. C'est aussi à d'autres parents et aux élèves swahiliphones qu'on veut imposer les paiements de la gratuité de manière anticonstitutionnelle. C'est de la même manière qu'on pense qu'on peut instaurer la justice. C'est de la même manière qu'on pense qu'on peut prélever de l'impôt. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont illégaux. Quoi qu'on dise, il ne faut pas penser que la situation doit être normale dans un contexte où vous avez des agresseurs, ceux qui ont tué des bourreaux qui sont dans la ville, ceux qui ont même fait d'une école un cimetière. Alors, il faudrait peut-être qu'on fasse une économie pour décrire leur barbarie, mais ce qu'il faut savoir, et c'est ça le plus important qu'il faut retenir, c'est que tous les jours, demain on aura conseil de ministres, nous reviendrons sur la situation. Et que tous les jours, nous travaillons, et vous avez suivi hier
qu'il y avait la réunion, la deuxième réunion du comité des supervisions de l'accord qui s'est tenue à Washington, et ils ont noté qu'il y avait justement une certaine lenteur dans l'application de ce qui a été convenu dans le cadre de l'accord, parce que pour nous, tous les jours comptent. Tous les jours, c'est étouffant pour nos compatriotes qui sont sous direction des occupants. Nous travaillons quotidiennement à alléger leurs tâches. Et donc, pour ça, vous pouvez en être sûr. Madame la ministre d'État, désolé, mais c'était une précision importante. Absolument. Bien d'accord. Alors, merci beaucoup pour vos questions. Alors, je vais vous raconter une anecdote encore. J'étais au Congo central pour lancer la rentrée scolaire. Et lors de Boma, donc je faisais une visite de quelques écoles, et donc j'ai visité un institut technique. Et juste... Venant du territoire de Mweka, dans le Kasaï, l'alerte nous informant d'une fièvre hémorragique. Alors chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche, parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent, malheureusement, causées par des virus très très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. Et donc, c'était le samedi que nous avons été alertés. Nous avons essayé que notre avion arrive le lundi à Chikapa, mais c'était compliqué parce que le temps n'était pas mauvais. Mais mardi, nos équipes... pas bon. Le temps n'était pas bon, mais mardi, nos équipes étaient déjà arrivées. Et nous avons effectivement reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés, et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. Alors, l'histoire commence avec une jeune dame de 34 ans qui se présente à l'hôpital général de Boulapé, donc dans le territoire de Mweka, avec une grossesse de 34 semaines, mais aussi une grosse fièvre, de la diarrhée avec du sang et des vomissements avec du sang. Et à l'hôpital, au bout de quelques heures, elle a du sang qui sort par le nez et par la bouche, et surtout, elle entre dans ce qu'on appelle, nous, une défaillance multiviscérale. C'est-à-dire tous les organes commencent à être défaillants. Et elle décède quelques heures plus tard. 4 jours plus tard, l'infirmière qui l'a reçue et le laborantin qui a fait des prélèvements, eux aussi, tombent malades, présentent les mêmes symptômes et malheureusement décèdent. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Mweka, parce qu'il y a une zone de santé de Mweka. Et voilà la situation à ce jour. Et nous avons, grâce aux échantillons reçus, pu identifier le virus. Et ce matin, nous avons pu avoir le séquençage, c'est-à-dire vraiment déterminer le type de virus. Donc c'est un virus Ebola de ce qu'on appelle la souche Zaïre, parce qu'il y a d'autres souches, comme la souche Soudan. Et donc nous avons une résurgence d'une épidémie d'Ebola avec la souche Zaïre. Et au total, depuis que cette maladie est connue dans notre pays, ça fait 16e épidémie. Voilà la situation aujourd'hui de cette maladie. Alors, une chose, c'est que ce virus est déjà apparu dans cette partie de la République en 2007 et 2008. Mais quand nous avons fait le séquençage ce matin, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un virus qui vient c'est pas le même virus de 2007-2008. Donc nous sommes sûrs que c'est pas une contamination d'un homme à un homme, enfin entre interhumains, mais c'est une contamination entre un animal et l'humain. Donc c'est une contamination, comme nous on dit, interespèce. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le moyen de contamination de ce virus, c'est le contact. Je vous ai déjà dit ici que les maladies infectieuses se contaminent de 3 manières. La première manière, c'est la manière respiratoire. Il y a des virus, quand vous toussez, quand vous respirez, le virus, vous pouvez l'attraper. Ça, c'est la respiration. La deuxième manière, c'est le contact.
Vous touchez un produit contaminé, vous pouvez vous contaminer. Et la troisième manière de se contaminer, c'est en avalant un produit, un liquide, par exemple pour le choléra, c'est en consommant des aliments qui sont souillés ou de l'eau qui est contaminée. Pour Ebola, donc, c'est par contact. Cela veut dire que tous les liquides qui sortent d'une personne contaminée contiennent le virus, que ce soit les liquides de vomissement, que ce soit les liquides de transpiration même, que ce soit les sels, tous ces liquides-là peuvent contenir du virus. Donc, les moyens d'éviter, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade. Ça, c'est vraiment le standard que tout le monde doit comprendre, c'est que quelqu'un qui présente la fièvre, la diarrhée avec du sang, qui vomit du sang, ne le touchez pas. Appelez-nous, appelez nos équipes, parce que nos équipes vont arriver et vont s'habiller de manière à ce qu'ils ne soient pas contaminés. Donc la première chose, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade, qui présente des symptômes. La deuxième chose, c'est que cette personne peut avoir touché un élément, peut avoir touché quelque chose, et donc en ce moment-là, vous risquez de rencontrer le virus dans son entourage en touchant les éléments qui sont autour. Donc se laver les mains régulièrement. Bien entendu, il faut signaler tout de suite ces symptômes-là parce que malheureusement, c'est un virus qui se contamine très rapidement lors qu'il y a des symptômes. Donc, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène, mesures d'hygiène. Voilà, Monsieur le Ministre, parce que nous avons une expérience sur le sujet, avons-nous des vaccins disponibles par ceux qui ont été contaminés? Alors, c'est pour ça que le séquençage était très important pour que nous sachions quelle souche d'Ebola on a. L'avantage que nous avons, c'est que pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin et nous avons un traitement. Le professeur Muyembe, tout le monde se rappelle que c'est lui qui est la personne qui a découvert le virus Ebola au départ, avait travaillé avec des équipes américaines et ils ont mis en place notamment le vaccin, mais surtout le traitement, une molécule qui s'appelle d'ailleurs Ebanga et qui permet de soigner le malade. Et donc oui, nous avons des moyens de réponse, mais il faut considérer par exemple que le vaccin est conservé à des températures très froides. C'est vraiment un vaccin qu'on conserve à des températures très froides. Donc il faut la logistique pour déplacer tous ces moyens-là dans la zone qui est touchée. Donc nous avons les moyens effectivement de soigner et de vacciner. Et nous ne vaccinons pas tout le monde. Nous vaccinons les gens qui ont été en contact avec le malade ou ceux qui ont été en contact avec les contacts des malades. Et nous faisons ce qu'on appelle une vaccination en ceinture, c'est-à-dire autour des malades. Et ça permet effectivement, c'est ce que nous avons fait dans d'autres épisodes précédents, et nous avons effectivement la possibilité d'arrêter la propagation. Voilà, donc il n'y a aucune raison de paniquer. Nous donnons l'information parce que c'est dans la droite ligne justement de nos responsabilités chaque fois de signaler lorsqu'il y a un virus qui apparaît. Monsieur le ministre de la Santé, on ne va pas vous prendre longtemps, mais est-ce que vous pouvez nous faire plus ou moins le point aujourd'hui? Parce que la dernière fois, nous parlions du choléra à Kinshasa. De Mweka, et on voit que d'un coup, un virus apparaît, sûrement venant d'un animal. Et donc ça, cet écosystème, nous ne pouvons pas le changer, c'est notre pays, c'est la forêt que nous avons. Mais pour des maladies comme le choléra, bien entendu, depuis qu'ils sont là, depuis donc des années, le choléra, j'ai répété ici, c'est 50 ans déjà que le choléra est là, il y a quand même des éléments importants, notamment toute l'hygiène, la consommation de l'eau propre, et pour un pox aussi, éviter la contamination par contact. Aujourd'hui, les 2 épidémies sont encore en cours, nous avons maintenant une 3e, mais avec une courbe très descendante et très intéressante pour nous. Par exemple, pour le choléra, au jour d'aujourd'hui, dans la ville-province de Kinshasa, nous avons seulement 6 cas. Alors que quand je suis passé ici, je vous ai informé qu'on avait plusieurs cas, on est arrivé à plus de 200 cas dans la ville-province de Kinshasa, mais la courbe est vraiment descendante. Et donc, au niveau du pays, on est passé de plus de 2000 cas à 1500 cas au niveau du choléra. Donc ça diminue sérieusement. Pour Mpox, c'est la même chose. Pour Mpox, nous sommes aujourd'hui au niveau du pays autour de 500 cas, en sachant que
quand c'était très élevé, nous tournions aussi au-delà de 2000 cas. Donc nous avons deux courbes descendantes où on pense qu'on va vaincre ces deux épidémies, mais malheureusement, nous avons Ebola qui se réveille aussi aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je rappelle donc aux professionnels des médias la communication du ministre de la Santé qui avait secteur, vous avez dit de Lupeto? Non, Boulapé. Boulapé plutôt, excusez-moi. La zone de santé de Boulapé. La zone de santé de Boulapé où on a identifié quelques cas d'Ebola qui ont déjà été pris en charge. La souche, elle est connue, les vaccins existent et les dispositions ont été prises. Le travail qui est attendu de vous, c'est juste Masolo ya mboka, masolo ya mboka.